Alors, projet HARP, en fait, c'est donc une structure qui est en Alaska, qui a été faite officiellement dans le cadre d'un programme international admis par l'ONU, qui est des programmes internationaux de climatologie. C'est-à-dire qu'au départ, les Américains avaient dit, il y a assez longtemps, ça date d'il y a une vingtaine d'années, enfin dans ces eaux-là, c'est pas tout neuf. Et donc, les Américains, dans le cadre d'un programme de climatologie internationale, avait dit, bon, comme vous, de toute façon, vous n'avez pas les moyens de le faire, nous, on va le payer, vous voyez, on est sympa. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la plus grande structure d'antenne du monde, qui est une structure qui occupe 72 hectares, ce qui, pour des antennes, est beaucoup, qui a été faite dans une plaine abritée en Alaska. Pourquoi ? Parce qu'en Alaska, on est près du pôle. C'est-à-dire qu'il faut être près du pôle parce que les ondes radio sont très bien conduites par les champs magnétiques terrestres qui sont un peu comme une pomme. Vous voyez, si on dessinait les champs magnétiques autour de la Terre, ça ferait comme une pomme qui est autour de la Terre. Et la pomme, vous avez vu, il y a un trou en haut et un trou en bas. Et le trou en haut et le trou en bas, c'est les pôles. Vous voyez, ça converge là. C'est là où on a les aurores boréales quand ça redescend vers le centre du pôle. Voilà. Et alors donc, on se met le plus proche possible. Bon, au pôle Nord, c'est un peu difficile, mais l'Alaska, c'est encore humainement viable. On peut encore faire atterrir des avions tous les jours et amener de la bouffe et du matériel. Et en même temps, on est suffisamment près du pôle pour pouvoir facilement faire propager des ondes sur le champ magnétique terrestre, sur la magnétosphère terrestre. C'est pas le champ magnétique du sol, c'est celui qui est au-dessus de l'atmosphère. C'est pour ça que ce réseau d'antennes a été mis en Alaska. Voilà. Et alors, le projet HARP, donc, c'est un immense réseau d'antennes qui a les émetteurs, en tout cas à l'ouest, les plus puissants connus. C'est des térawatts d'énergie, c'est-à-dire des milliards de watts d'énergie émise. C'est comme si vous aviez une radio qui fait des milliards de watts et qui peut émettre toutes sortes d'ondes qui vibrent comme on veut. Voilà. Bon, en gros, c'est ça, HARP. Alors vous me direz pourquoi faire ? Parce qu'ils avaient dit, c'est très intéressant, parce qu'en envoyant des ondes radio très fortes dans l'atmosphère, on va pouvoir observer comment se comporte cette atmosphère par la propagation de ces ondes. Bon, c'est de la grosse physique, machin, enfin peu importe. Alors en soi, c'est pas idiot, c'est-à-dire que ils ont pas menti, effectivement. Si on envoie suffisamment d'énergie radio autour de la Terre, en mesurant la propagation de ces ondes, en voyant où est-ce qu'elles reviennent vers le sol, ou où est-ce qu'elles restent dans la haute atmosphère, etc., les climatologues associés à des physiciens peuvent déduire beaucoup de lois et de comportements de l'atmosphère. Donc sur ce plan-là, personne n'y voyait rien à revoir, en toute honnêteté. Seulement, on s'est aperçu que, d'abord, déjà, le projet HARP, qui normalement est un projet civil, il y avait plus de militaires que de civils sur le site HARP. C'est déjà bizarre. Alors bon, certes, on sait que les militaires ont besoin de connaître le climat et la météo, mais au point d'être intéressés à ce point-là par des recherches climatologiques, c'était quand même un peu bizarre. Bon. Et ensuite, on s'est aperçu après que même les civils qui bossaient là-bas étaient sous contrat avec le Pentagone. C'est-à-dire que c'était un détournement total de ce que l'ONU avait accepté et décidé. Et qu'en plus, il n'y a que des Américains là-bas. Bon, déjà, pour un programme international, c'est assez bizarre. Et puis après, c'est devenu un truc uniquement américain. Et alors, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que quand on mesurait ce qu'émettait HARP, ça n'avait plus rien à voir avec des mesures climatologiques. C'est-à-dire qu'on commençait à envoyer des faisceaux focalisés d'ondes. Or ça n'apporte rien à la connaissance climatologique, bien au contraire. Par contre, ça commence à le modifier, le climat. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire, enfin tous les spécialistes qui ont étudié le programme HARP, que HARP n'est plus du tout un outil de scientifique d'étude du climat, par la propagation des ondes radio dans l'atmosphère, mais est devenu tout simplement une arme expérimentale de modification du climat, c'est-à-dire une arme climatologique. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que HARP, par exemple, on applique des fréquences qui sont connues, y compris en Europe d'ailleurs. Là, c'est pas le premier cercle, c'est le troisième. On s'est aperçu que HARP commençait à moduler des fréquences qui n'ont comme seul intérêt que de modifier nos états biologiques. C'est-à-dire que carrément, on crée des fréquences de résonance qui ont pour but de modifier notre état. Or, si encore c'était du style, on va soigner, je sais pas moi, on va faire des fréquences qui augmentent les défenses immunitaires des gens en Afrique pour le sida, ce serait pas mal, pourquoi pas, autant utiliser HARP pour ça. Non, mais on s'aperçoit que c'est des fréquences qui sont plutôt faites pour affaiblir nos défenses immunitaires. D'autre part, on s'est aperçu par exemple que HARP, toujours en utilisant ces fréquences de résonance avec le vivant, est utilisé aussi sur les plantes. C'est-à-dire que par exemple, on s'est aperçu que comme par hasard, on a des convergences électromagnétiques, et à mon avis peuvent venir que de HARP, parce que elles viennent pas de satellites ou d'avions, donc c'est HARP qui les émet, parce qu'il y a qu'eux qui ont la puissance voulue, des fréquences de convergence d'ondes qui, par exemple, affaiblissent les défenses à certains parasites de certaines cultures, y compris des cultures industrielles, y compris en Europe. Je pense en particulier à des cultures céréalières, comme l'apparition de nouveaux parasites qui n'avaient jamais été vus en Europe et qui apparaissent depuis 2-3 ans.
Et c'est pas dû à l'introduction de ces parasites, c'est pas des types qui vont lâcher ces petits insectes. C'est le fait même qu'avant nos céréales étaient naturellement défendues par ces trucs et ne le sont plus brutalement. Et c'est pas lié à des engrais ou des choses comme ça, c'est quelque chose de très brutal. Et pour se défendre de ces nouveaux parasites, on se voit obligé d'acheter des OGM.